Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rencontres connectées by Eric. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui se situe au carrefour de la nutrition, de la santé publique et de la prévention des maladies. L'alimentation et ses impacts sur notre cœur et notre métabolisme. Alors, pour rappel, en tant que cardiologue, je tiens à vous rappeler que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde, avec environ 18 millions de décès chaque année dans le monde, dont, dit-on, 8 millions qui sont attribuables à l'alimentation. Donc, vous voyez que l'alimentation joue un rôle majeur dans le développement et l'évolution de ces maladies. Pour explorer ce thème crucial, j'ai le grand honneur d'accueillir le docteur Mathilde Touvier, qui est directrice de recherche à l'INSERM et experte de renommée internationale en épidémiologie nutritionnelle à Paris. Alors, Madame Touvier dirige l'équipe de recherche en épidémio nutritionnelle et est à l'origine de nombreux travaux qui ont éclairé vraiment les liens entre nos choix alimentaires et les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. Et donc, durant cette session, Madame Touvier partagera avec nous donc ses précieuses connaissances sur l'impact des aliments ultra-transformés, des additifs alimentaires et puis surtout des outils de prévention comme le Nutri-Score qu'elle a mis en place. Et ensuite, nous terminerons donc par une discussion ouverte où nous ferons le lien direct avec les maladies cardiovasculaires, l'exercice physique, l'augmentation préoccupante des cas chez les jeunes générations. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Mathilde Touvier pour nous éclairer sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup, merci infiniment, Dr Rossini, pour cette invitation et donc à tout l'IHU Lyrique voilà, de me permettre aujourd'hui de partager tout ça avec vous. Alors, on va essayer, le challenge est important, hein, en 15 minutes à peu près, de faire un tour d'horizon des relations nutrition-santé et avec un focus notamment sur des questions de recherche actuelles, sur l'impact de l'alimentation industrielle, des additifs alimentaires, etc., sur notre santé, notamment cardio-métabolique. Et donc, on sera ravis après de prendre les questions. Alors, au cours d'une vie, en moyenne, on ingère environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. Donc, évidemment, que tout cela a un impact important sur notre santé. Impact qu'on commence à bien connaître maintenant pour tout ce qui est excès de sucre, sel, graisse saturée, pas assez de fibres alimentaires, les vitamines, les minéraux. Mais par contre, il reste encore énormément d'inconnus sur d'autres facteurs véhiculés aussi par notre alimentation, hein, les additifs alimentaires, les pesticides, les matériaux au contact des aliments. Donc encore beaucoup de choses à comprendre d'un point de vue de la recherche, mais on sait déjà des choses. Et on sait des choses notamment grâce évidemment à la recherche. Et quand on dit la recherche, c'est vraiment des recherches très différentes. Ça peut être des recherches sur l'humain, des recherches épidémiologiques ou cliniques, des recherches sur des modèles animaux, des cellules, et la prise en compte de toute cette littérature scientifique avec ce qu'on appelle des revues systématiques, des méta-analyses, des experts au niveau national, international, qui se penchent sur les preuves, les connaissances scientifiques disponibles pour en faire la synthèse et, in fine, quand on a suffisamment qu'on est suffisamment sûr de nous, on peut traduire ça en recommandations de santé publique. Donc aujourd'hui, quels sont les facteurs finalement sur quelques maladies vraiment importantes pour lesquelles on a des niveaux de preuve forts? Eh bien, il y a par exemple l'obésité, pour laquelle on sait que la marche, différents types d'activités physiques, les aliments contenant des fibres, comme les fruits et légumes, les aliments complets, donc pain, pâtes, riz complet par exemple, ou les légumineuses, donc les pois chiches, lentilles, etc. Ce sont des aliments qui protègent contre le risque de développer donc une obésité. Le régime de méditerranéen également. Et à l'inverse, on a des facteurs de risque maintenant avérés, hein, donc le temps passé devant les écrans, les boissons sucrées, les régimes de type fast-food par exemple. On retrouve certains de ces facteurs de risque comme étant des facteurs de risque de développer un cancer au cours de la vie. Alors évidemment, tous les facteurs ne jouent pas de la même manière selon les localisations de cancer, hein. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais petite parenthèse, ces diapos seront disponibles pour ceux et celles qui le souhaitent après, s'il y en a certaines qui passent un peu vite. On sait par exemple aujourd'hui que les boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité, les aliments conservés dans du sel, ou encore donc, bon, les compléments à base de bêta-carotène, c'est un cas particulier, et notamment les viandes rouges et les charcuteries, ça ce sont des facteurs de risque avérés de différentes localisations de cancer. Et à l'inverse, on retrouve ici dans les facteurs protecteurs l'activité physique, les fruits et légumes, les aliments contenant des fibres, les produits laitiers, et puis le fait d'allaiter pour les femmes par rapport au cancer du sein.
Donc ça, c'était pour le risque de cancer. Et donc, fort heureusement, on a des résultats qui vont globalement dans le même sens lorsqu'on parle ici de prévention cardiovasculaire, donc maladie coronarienne, accident vasculaire cérébraux ici, maladie cérébrovasculaire, ou encore diabète de type 2, où on va retrouver plusieurs de ces aliments ou nutriments dont on a parlé comme étant protecteurs. Donc, encore une fois, les fruits et légumes, les aliments complets, les produits céréaliers complets, ou au contraire des aliments potentiellement délétères, donc tout ce qui va être viande rouge, charcuterie, produits, boissons sucrées. Et donc on a quand même heureusement, cohérence entre les recommandations qui vont nous permettre de prévenir de manière globale les pathologies. On sait de ce fait, avec toutes ces connaissances-là aujourd'hui, qu'environ 1 décès sur 5 dans le monde serait attribuable à des facteurs nutritionnels et que les facteurs nutritionnels sont donc parmi les premiers facteurs de risque modifiables de décès. Ici, ce sont des chiffres à l'échelle internationale. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais simplement, on parle ici évidemment de la santé cardiovasculaire, cardiométabolique, aussi des cancers. La nutrition impacte aussi beaucoup d'autres pathologies, hein, qu'elles soient rhumatologiques, dermatologiques, santé mentale et cognitive. Et donc, on a vraiment tout à gagner à essayer d'améliorer la prévention nutritionnelle de ces maladies chroniques. Et notamment, eh bien, en essayant autant que possible de suivre les recommandations du Programme national nutrition santé. Donc le PNNS qui fait l'état actuel, qui donne l'état actuel des recommandations de ce qu'on sait dans l'état actuel des connaissances qu'il faudrait faire pour maximiser nos chances de ne pas avoir de pathologie cardiovasculaire, cancer et de vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Toutes ces recommandations, vous les retrouvez sur le site mangerbouger.fr, hein, c'est le site du PNNS. Vous connaissez au moins, j'imagine, celle des fruits et légumes, donc au moins 5 portions par jour, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Pour la santé cardiovasculaire, par exemple, une petite poignée de fruits à coque, donc les noix, noisettes, amandes par jour, donc il y a de très bons acides gras dedans qui participent à la prévention cardiovasculaire. Et puis donc voilà, pas trop de boissons sucrées, de charcuterie, de produits avec un mauvais Nutri-Score, on y vient. Et puis l'alcool, évidemment, avec beaucoup de modération, dès 1 verre par jour, notamment par rapport au risque de cancer, on sait que ça augmente le risque, donc essayez de limiter ça. Alors, c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faudrait faire en théorie, hein, donc avec ces recommandations, que c'est facile de le faire au quotidien, et notamment on vit dans un pays où l'offre alimentaire, hein, industrielle, hein, notamment ici dans un supermarché, est vraiment très importante, très développée. On a beaucoup de choix. C'est parfois difficile de s'y retrouver, même quand on veut faire attention à la qualité de ce qu'on mange. Et à l'heure actuelle, finalement, l'étiquetage alimentaire, d'un point de vue légal obligatoire, impose de noter la quantité pour 100 grammes de sucre, de graisse saturée, de calories, etc. Mais c'est quand même très compliqué déjà de retrouver l'information sur le pack, c'est écrit en tout petit derrière, et puis personne n'a envie de passer 1 heure et demie dans chaque rayon pour décrypter ces étiquettes. Donc c'est pour cela qu'on a proposé avec mon équipe de recherche le Nutri-Score. Le Nutri-Score, l'idée est toute simple, c'est de traduire ces informations obligatoires qui sont sur l'emballage, hein, en un logo en face avant qui soit tout simple et qui donne en un coup d'œil l'idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Donc plus on est dans le AB couleur verte, meilleure est la qualité nutritionnelle, et plus on est dans le DE couleur chaude, plus on a un aliment voilà, qui a une qualité nutritionnelle moins bonne et qu'il faut du coup consommer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les consommer, attention, hein, on peut manger de tout, hein, c'est ça qui est très bien avec l'alimentation, mais par contre attention aux fréquences et aux quantités. Et donc, simplement, les paramètres qui entrent dans le calcul du Nutri-Score, hein, ce sont alors les choses qu'on veut favoriser, donc ce qui va être la teneur en fibres, en protéines, en fruits et légumes dans le produit, et à l'inverse, hein, dans l'autre sens pour les points, les choses qu'on veut limiter, donc tout ce qui est calories, acides gras saturés, sucre et sel. Et donc, il y a une nouvelle version de l'algorithme qui doit voir le jour. Alors, ça devait déjà avoir le jour l'année dernière, c'est un petit peu bloqué, hein, mais qui va avoir le jour normalement cette année, et qui permet de encore mieux pénaliser les produits très sucrés, très salés, et donc de donner une information encore plus fiable. Donc aujourd'hui, il y a plus de 150 publications scientifiques, hein, qui ont validé cet outil de santé publique, à la fois en montrant que le fait de mieux manger, tel que classé par le Nutri-Score, était associé à un moindre risque, moins de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer, de mortalité prématurée. Et également, on a montré que ce logo était bien compris par différentes catégories de population et permettait efficacement de modifier les comportements
alimentaire vers des comportements plus favorables à la santé. Donc, il est aujourd'hui évidemment utilisé en France, mais aussi dans 6 autres pays de la zone Europe. Et on essaye de batailler pour le rendre obligatoire au niveau européen, parce que le problème est qu'il n'est pas obligatoire et que donc vous le verrez sur certains produits, mais toujours les mêmes, sans citer de marque aujourd'hui, mais font un lobby très fort anti-Nutri-Score. Ce sont les produits qui, globalement, n'ont pas une très bonne qualité nutritionnelle, vous vous en doutez. Donc, on a quand même un soutien de différentes instances au niveau international qui soutiennent ce logo. Et il y a un rapport de l'OCDE, donc complètement indépendant de notre équipe de recherche, qui a d'ailleurs chiffré que grâce au Nutri-Score, on pourrait éviter 2 millions de cas de maladies chroniques en Europe d'ici à 2050. Donc, ça vaut vraiment le coup de mettre l'accent sur cet outil de santé publique. Un petit point pratique, si vous avez un smartphone ou même si vous avez accès à Internet, l'application et le site Internet Open Food Facts sont gratuits et donnent tout un tas d'informations sur les produits, et y compris le nouveau Nutri-Score. Même si certains industriels ne l'affichent pas, bien, vous l'avez ici en toute transparence. Donc c'est très utile d'avoir ça en tête et de pouvoir scanner les codes barres de ces aliments au quotidien pour avoir des informations. Il y a aussi des informations sur les additifs présents, sur l'impact sur l'environnement qu'a le produit que vous achetez. Donc il y a vraiment plein d'infos intéressantes. Alors, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, hein. C'est exactement ce qu'on essaye d'investiguer, de rechercher avec notre équipe. On va s'intéresser, nous aussi, à tous les autres facteurs qui sont véhiculés par l'alimentation, les pesticides, les additifs, les matériaux, les contaminants venant des emballages, etc. On s'intéresse aux liens, à l'impact sur la santé cardio-métabolique et d'autres pathologies, sur l'environnement aussi. C'est pas le sujet du jour, ça pourrait être notre rencontre. Les aspects liés au mécanisme, en quoi est-ce que notre microbiote intestinal joue un rôle dans tout ça, les paramètres de l'inflammation, du stress oxydant, comment est-ce que ça marche tout ça concrètement. On s'intéresse aux déterminants des comportements alimentaires et évidemment on essaye de proposer des outils comme le Nutri-Score pour améliorer les politiques publiques et réduire efficacement le risque de maladie par la nutrition. Donc, on a lancé notamment une étude, c'est une étude qu'on appelle une étude de cohorte, qui s'appelle Nutrinet Santé. On l'a lancée en 2009 et je vous invite toutes et tous à participer à cette étude. En fait, il suffit d'avoir au moins 15 ans et plus, d'avoir accès de temps en temps au moins à Internet et de parler français. Et donc, on pose régulièrement aux participants, qui sont aujourd'hui plus de 179 000, hein, mais on recrute toujours de nouveaux volontaires. On pose des questionnaires sur l'alimentation avec une interface voilà, interactive. On n'a qu'à se laisser guider. Et on a des données qui sont vraiment très détaillées, très fines sur ce que consomment les participants au départ de l'étude et puis au fil du temps. On collecte aussi, par exemple, pour les aliments industriels, le nom commercial, la marque des produits. Et ça va nous permettre vraiment d'aller finement dans quels sont les additifs présents dans les produits consommés et quels peuvent être leur impact sur la santé. On a des questionnaires évidemment aussi sur l'état de santé. On suit l'état de santé des participants au cours du temps. Et donc, si la plupart restent en bonne santé, et c'est évidemment ce qu'on souhaite, certains, malgré tout, développent certaines pathologies, donc cardiovasculaires, cancers ou d'autres pathologies. Et donc, ça nous permet, nous, de pouvoir faire des liens et regarder quels sont les liens entre le fait de manger plus ou moins de fibres, de sucre, de sel ou de tels ou tels additifs ou aliments ultra transformés et le risque de développer plus ou moins de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de cancer, etc. Donc, cette étude-là nous permet de rechercher beaucoup, beaucoup de choses. On s'intéresse aussi à l'heure des repas, on s'intéresse à l'impact des pesticides, à plein, plein de choses. Mais aujourd'hui, je vous fais un petit focus sur ce qu'on recherche en matière d'additifs alimentaires et d'aliments ultra transformés. Alors, sur les aliments ultra transformés, juste une définition pour qu'on sache de quoi on parle ici, hein. Il y a des aliments qui sont des aliments de base, hein, donc des fruits, légumes, un œuf, de la viande, voilà, qui ne sont pas ou peu transformés. Des ingrédients, donc quand on parle du sucre, des huiles végétales, du beurre, là on parle des ingrédients. Donc je vous parle ici d'une catégorisation qui s'appelle Nova, qui a été proposée par nos collègues au Brésil, hein, Carlos Monteiro et son équipe, et qui permet de classer justement les aliments selon leur degré de transformation. Donc Nova 1, les aliments bruts, Nova 2, les ingrédients. Nova 3, ce sont les aliments transformés, comme vous pourriez le faire à la maison, hein. Vous prenez du poisson, de la viande, des légumes, et puis vous les cuisinez avec de l'huile, du beurre, du sel, etc. Ça devient des aliments transformés.
Et aujourd'hui, là, on s'intéresse plus spécifiquement aux aliments ultra transformés. Donc là, ce sont typiquement des aliments qui ont subi des procédés de transformation importants que vous ne pourriez pas faire hein, typiquement à la maison, avec des chauffages à très haute température, des transformations par pression, extrusion, donc voilà, des procédés industriels de transformation. Et ce sont généralement des aliments qui vont contenir des ingrédients que, là aussi, en général, vous ne les avez pas on ne les a pas dans nos cuisines. Ça peut être des additifs comme certains émulsifiants, colorants, édulcorants, ou bien des huiles hydrogénées, maltodextrine, du sirop de glucose, fructose ou des arômes particuliers, donc des ingrédients qui typiquement sont issus de l'industrie agroalimentaire. Alors, les aliments ultra transformés, simplement, encore une fois, pour fixer la définition, vous voyez ici un exemple d'un aliment brut, ici une banane, et le pendant ultra transformé, vous avez un stick ici à la banane qui a le goût, l'odeur, la forme, mais avec 0 g de banane à l'intérieur. On a typiquement ici affaire à un aliment ultra transformé, ici marketé pour des enfants. Alors, en matière d'aliments ultra transformés, pardon, je suis passée un petit peu vite, lorsqu'on a commencé à s'y intéresser, avec l'étude Nutrinet Santé, il n'y avait aucune étude qui regardait le lien avec le risque de développer des maladies chroniques. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence hein, sur plus de 100 000 participants de l'étude Nutrinet Santé, c'est le fait que plus la part d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire augmentait, plus on avait de risques de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire, d'avoir une mortalité prématurée. On avait des liens aussi avec les symptômes dépressifs, le risque de diabète de type 2 ou encore le risque de devenir en surpoids ou en obésité au cours du suivi. Alors évidemment, je passe très, très rapidement ici, mais dans toutes ces études-là, vous en doutez, on prend en compte tous les autres facteurs qui peuvent jouer aussi sur le risque de maladie. Par exemple, l'activité physique des participants, leur tabagisme, leur consommation d'alcool, leurs antécédents familiaux de différentes maladies. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, on voit que quand on a plus d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire, les risques de ces maladies-là sont augmentés. Alors, ça, c'est ce qu'on a montré avec Nutrinet Santé, mais en fait, maintenant, il y a plus de 80 études qui ont répliqué ces résultats dans le monde avec certaines pathologies pour lesquelles on a le plus de preuves, notamment en ce qui concerne la santé cardio-métabolique et le risque d'obésité, et puis la santé aussi mentale, symptômes dépressifs. Et on a des maladies pour lesquelles on a besoin encore de recherche pour pouvoir vraiment affirmer qu'il y a un impact, un lien de cause à effet. C'est le cas des différents cancers, par exemple, pour lesquels on manque encore de recherche pour vraiment pouvoir conclure. Il y a aussi des essais randomisés à court terme. Un essai randomisé ici, c'est on prend des personnes, on leur fait manger des aliments ultra transformés. On a un groupe témoin qui mange des aliments pas ultra transformés, puis on compare qui a le plus de problèmes. Vous imaginez bien, hein, d'un point de vue éthique, on ne fait pas ça sur le long terme, hein, on ne met pas en danger la vie des participants, hein, jamais en recherche. Et donc là, ce sont des essais vraiment sur le court terme qui permettent de voir si déjà, au bout d'une semaine ou 15 jours d'intervention, est-ce qu'il y a déjà une variation de poids, des paramètres sanguins de nos graisses sanguines, par exemple, est-ce qu'on peut voir déjà un impact? Et il y a certains essais, notamment celui-ci de Kevin Hall, où on voit déjà un impact, ne serait-ce que sur une semaine, 15 jours, d'aliments ultra transformés. Donc maintenant, on essaye de comprendre les mécanismes. Hein. Alors, vraisemblablement, en moyenne, ce sont des aliments qui sont plus gras, sucrés, salés. Donc, de sûr, il y a déjà un impact d'un point de vue nutritionnel. Mais ce n'est pas le seul impact. Et ça, on le sait maintenant de manière certaine. Il y a vraisemblablement des impacts qui viennent des additifs alimentaires peut-être, des contaminants liés aux procédés de transformation eux-mêmes ou qui viennent des emballages, comme on fait chauffer des plats préparés en barquettes plastiques au micro-ondes, vraisemblablement il peut y avoir des problèmes liés à ces aspects-là, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et donc, quelques infos sur la piste des additifs alimentaires. On a pu, grâce au fait justement qu'on a collecté tous les noms et marques des produits dans Nutrinet, on a pu quantifier l'exposition à ces additifs et on a pu commencer à étudier les liens avec la santé. On a montré par exemple des liens entre une exposition plus importante aux additifs nitrites et risque de cancer de la prostate et aux additifs nitrates et risque de cancer du sein. On a montré également des liens pour ce qui est des additifs nitrites cette fois-ci. Donc ici, on n'avait rien du tout sur les nitrates, par contre, pas d'association. Mais pour les nitrites, on observait une augmentation de risque de diabète de type 2 chez les plus exposés. En matière de santé cardiovasculaire, nous n'avions aucune association pour les nitrites et nitrates additifs. Par contre, on observait une augmentation de risque d'hypertension artérielle avec les additifs nitrites.
On a ensuite étudié tout ce qui était édulcorant. Donc, vous savez, par exemple, l'aspartame ou l'acésulfame K, acésulfame potassium, ce sont les deux plus utilisés par l'industrie agroalimentaire en France. Il y a aussi le sucralose qui est utilisé. Donc, ils sont là pour mimer le goût sucré, hein. Il n'y a pas de calories ou quasiment pas, mais il y a un goût sucré dans les aliments. On les trouve notamment dans les boissons light, mais aussi dans certains produits laitiers ou dans les sucrètes ou voilà, les édulcorants de table. Et donc, ce qu'on a observé ici, c'est une association entre donc le total des édulcorants ou certains types d'édulcorants et une augmentation de risque de cancer au global, cancer du sein et les cancers aussi liés à l'obésité, c'est-à-dire les cancers pour lesquels l'obésité est un des facteurs de risque. On a également observé des liens entre exposition plus importante aux édulcorants et risque de maladies cardiovasculaires, donc à la fois maladies coronariennes comme l'infarctus ou maladies cérébrovasculaires comme l'accident vasculaire cérébral, et ce de manière voilà, potentiellement différente entre les différents types d'édulcorants. On n'explique pas encore pourquoi, mais en tout cas on observe ces résultats de manière très stable dans l'étude Nutrinet Santé. On observe également un lien entre l'exposition à ces édulcorants et un risque accru de diabète de type 2. On a aussi travaillé sur les émulsifiants. Alors là, il y en a vraiment beaucoup des émulsifiants. Il y en a une soixantaine qui sont autorisés en Europe hein, à l'heure actuelle, sur les un peu plus de 300 additifs autorisés. Il y en a une trentaine qui étaient consommés par au moins 5% des gens dans l'étude, donc on a pu regarder le lien avec les maladies. Et on a observé ici le lien entre une exposition plus élevée à certains types d'émulsifiants, notamment des celluloses, carboxyméthylcellulose, qui a été pointée du doigt aussi par nos collègues au niveau expérimental comme perturbant le microbiote intestinal. Eh bien, ces additifs-là, et comme les monodiclysérides d'acide gras aussi, étaient associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires dans Nutrinet. On a observé également des associations avec le risque de différents cancers, donc notamment pour les carragénanes ou encore là aussi pour le E471 qui sont les monodiglycérides d'acide gras qui étaient déjà pointés du doigt par rapport au risque de maladies cardiovasculaires. Et là encore, on retrouve certains de ces additifs, notamment les carragénanes, des dérivés de monodiglycérides d'acide gras et certaines gommes goire, arabique ou xanthane, qui étaient dans cette étude-là associées à un risque accru de diabète de type 2. Alors, ces résultats-là, par rapport à ceux dont je vous parlais au début, hein, sur fruits et légumes, les fibres, etc., où on avait des niveaux de preuve très forts, là, on fait la différence. C'est-à-dire que là, on est dans des recherches que je vous montre, hein, elles viennent de sortir, ce sont des résultats nouveaux en recherche, donc il faut encore les confirmer dans d'autres populations, d'autres études, pour pouvoir vraiment assurer que tel ou tel additif pose potentiellement problème. Toutefois, il y en a maintenant et notamment grâce à ces travaux hein, d'autres travaux dans le monde, il y a des expertises collectives qui montrent maintenant, par exemple, que les nitrites sont reconnus cancérigènes pour le cancer colorectal. L'aspartame vient d'être déclaré aussi par le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS comme cancérigène possible pour l'homme. Donc, il y a des choses qui évoluent sur certains additifs, et puis pour d'autres, comme les émulsifiants, pour l'instant, il n'y a que l'étude Nutrinet Santé, donc il faut confirmer ça par d'autres études avant de pouvoir vraiment conclure. Donc on travaille maintenant sur plein d'autres additifs comme des colorants, les conservateurs et antioxydants, les glutamates pour continuer ces travaux-là. Et on s'intéresse aussi à l'effet des mélanges parce qu'on ne mange pas un additif un par un, on mange des cocktails d'additifs en fait au quotidien qui peuvent interagir entre eux et ça, l'impact que ça a sur le risque de maladie est encore très incertain. Donc, on a des doctorants qui travaillent là-dessus dans le labo en ce moment. On fait plein d'études aussi au niveau mécanisme, mais je ne vous embêterai pas avec ça. On verra s'il y a des questions là-dessus. On travaille aussi maintenant beaucoup, on lance un gros programme de recherche sur l'impact des emballages, les emballages plastiques et autres, et les contaminants qui peuvent migrer depuis les emballages vers les aliments et l'impact que ça peut avoir sur la santé cardio-métabolique, cancer reproductive, santé thyroïdienne, etc. Donc, pour conclure, finalement, on a ici une vision maintenant en plusieurs dimensions de l'impact sur la santé des aliments qu'on consomme. On n'est plus seulement sur la dimension nutritionnelle, même si celle-là reste la plus avérée, celle pour laquelle on a le plus de preuves, donc le gras, sucre, sel, les fibres, etc. Et donc ça, grâce au Nutri-Score, vous avez l'information sur les paramètres les plus importants. On a maintenant une deuxième dimension qui est celle de la transformation, ultra-transformation, les additifs. Alors ça, nous, on a proposé que le Nutri-Score puisse évoluer avec un cadre noir qui pourrait flaguer quand les aliments sont ultra-transformés. Donc, on a fait des recherches là-dessus, on a montré que ce serait efficace. Donc maintenant, il faut que ça passe dans la réglementation, on n'en est pas encore là. Et donc, pour l'instant, hein, pas d'autre choix que d'aller regarder dans la liste d'ingrédients, voir si vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues dans vos cuisines
c'est que probablement vous avez affaire à un aliment ultra transformé. Et puis, bon, une dimension qu'on n'aborde pas ici du tout aujourd'hui, mais la dimension des contaminations environnementales, les pesticides, qui jouent aussi, là, il y en a de plus en plus d'éléments qui vont en faveur de cette hypothèse-là, qui jouent sur la santé. Et donc là, bon, bah, si vous avez la possibilité de privilégier les aliments issus de l'agriculture biologique, par exemple, vous limitez la probabilité d'être exposé à ces pesticides. Pour celles et ceux qui voudraient creuser un petit peu ces sujets-là, je vous invite à visiter le site du Collège de France, donc avec la chaire prévention nutritionnelle des maladies chroniques. Il y a plein de cours en ligne et de séminaires que j'avais pu animer ou avec des invités également, et qui vous permettent de creuser ces sujets-là et bien d'autres en matière d'impact sur la nutrition, sur la santé de la nutrition. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette revue exhaustive de l'alimentation ultra transformée. Alors, on a pas mal de questions dans le chat et je vais essayer, moi aussi j'ai des questions et je vais essayer de faire un mélange un petit peu des deux. Alors, dans votre présentation, bien entendu, on ne peut pas parler de tout, mais moi j'aimerais bien qu'on parle du concept de la chrononutrition. Vous avez publié d'ailleurs en 23 dans une revue prestigieuse dans Nature Communication que manger de bonne heure pourrait peut-être réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Et on sait que manger tardivement pour la première ou la dernière fois de la journée est associé à un risque plus élevé. Par exemple, sauter le petit déjeuner est associé à un risque plus élevé de maladie, avec visiblement, vous avez pu mettre un chiffre dessus, parce que si on mange, on a une augmentation du risque de 6% par heure. Et pareil, quand on mange tardivement, après 21 heures, eh bien, on a une augmentation de 28% supplémentaire de faire un AVC. Et donc, entre ces deux données, il semblerait aussi que la durée plus longue du jeûne la nuit est associée à une réduction du risque de ces AVC. Et donc, j'ai également une question qui est dans ce sens, la position du jeûne et du jeûne intermittent en termes de bienfaits sur la santé. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors oui, merci beaucoup. Effectivement, je ne peux pas pu parler de tout. Et puis alors d'autant que ce sujet-là, l'expert dans mon équipe, c'est Bernard Srour, qui conduit ces travaux-là. C'est vraiment un domaine nouveau qui s'ouvre. C'est-à-dire que donc les chiffres que vous avez cités, merci de les avoir rappelés. D'ailleurs, moi-même, je ne les connaissais pas par cœur. Ils sont issus de l'étude Nutrinet Santé. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans cette étude. On reste prudent parce que peut-être que d'autres ordres de grandeur pourraient être trouvés dans d'autres études-là. Mais en tout cas, effectivement, on avait des résultats robustes à la fois sur les maladies cardiovasculaires, des choses qui étaient cohérentes aussi par rapport au risque de diabète de type 2 et par rapport au risque de cancer du sein et de la prostate, qu'on a publié aussi il y a quelques années, et où tout convergeait, en tout cas sur ces trois pathologies-là dans Nutrinet, en effet vers quelque chose de plus bénéfique lorsqu'on commençait à manger plus tôt dans la journée. Une prise de tardive était associée à plus de risques de pathologie et avec une fenêtre de temps aussi dans les 24 heures plus restreinte, c'est-à-dire éviter d'avoir une fenêtre de temps sur les 24 heures où on grignote un petit peu tout le temps, toute la journée et avec des prises très tardives. Donc ça, c'est ce que nous enseigne pour l'instant Nutrinet. On est en train de faire des partenariats avec des études au niveau européen, au niveau aux États-Unis aussi, pour reproduire ces résultats-là et aller un petit peu plus loin parce que pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça marche. Il y a des choses, des travaux très intéressants sur la souris, par exemple, qui montrent que si vous prenez des souris qui au départ sont exactement les mêmes, vous les mettez dans deux groupes, un groupe qui va recevoir une alimentation à heure fixe, donc sur les 24 heures, que pendant la journée, à heure fixe, et l'autre groupe de souris qui sont nourries quand elles veulent, en fait elles ont à disposition, elles peuvent manger nuit et jour, n'importe comment, et bien pour le même apport calorique, la prise de poids chez les souris qui sont nourries de manière anarchique est nettement plus importante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous alerte et on veut vraiment voilà, conduire des travaux chez l'homme pour voir si, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Mais vraisemblablement, ce champ de la chrononutrition, c'est quelque chose qui va se développer. On espère avoir des recommandations fiables dans quelques années sur ce sujet-là. Et donc, du coup, toujours dans cette chrononutrition, on a dans le chat des questions sur vraiment quel est l'horaire parfait finalement. Est-ce qu'il faut dîner tôt avant 20 heures, prendre son petit déjeuner avant 8 heures, faire au moins 14 heures de jeûne entre deux prises de repas? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos followers?
C'est dur à dire encore et justement, c'est pour ça que je faisais ce petit focus sur le quand est-ce qu'on se permet de faire une recommandation de santé publique, c'est quand on a toutes les preuves, etc. On n'en est pas encore là. Ce que semblent suggérer ces travaux-là, c'est finalement le bon sens. En fait, c'est ce que nous disaient déjà nos grands-mères à l'époque. C'est que oui, effectivement, manger vraiment tardivement semble pas être très bon. Et puis, bah, essayer de commencer plus tôt dans la journée, donc ce qui irait avec l'hypothèse du petit déjeuner, et finir plus tôt avec des prises si possible régulières. C'est ce qui, pour l'instant, semblerait se détacher. Mais encore une fois, ce ne sont pas des recommandations officielles parce qu'on n'a pas encore toutes les preuves de santé publique scientifiques pour vous répondre. Merci Mathilde. Alors on va continuer dans les questions. Alors j'ai des questions sur le Nutri-Score qui vont avec celles que j'ai également. Donc comme vous l'avez montré, vous avez superbement contribué à développer ce bel outil. Comment ce type d'initiative peut finalement aider à réduire les maladies cardiovasculaires, mais pas que, hein, puisqu'on voit qu'il y a le diabète, le cancer, à grande échelle et surtout à l'international? Et pour reprendre une question du chat, comment on peut contraindre les industriels qui n'en veulent pas de ce Nutri-Score, et encore avec un Nutri-Score avec un bandeau noir là qu'on a vu sur votre dernière diapo, comment finalement on peut faire de ce score une bonne pratique partout? Pas qu'en France, au-delà de l'Hexagone, déjà en Europe peut-être. Oui, bah, merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, alors là, le Nutri-Score, l'intérêt de ce score sur le comment est-ce qu'il peut contribuer à améliorer la santé, c'est que déjà, bon, ça donne l'info. Donc, des personnes qui ne seraient jamais allées décrypter, alors les personnes qui sont ici aujourd'hui sont des personnes qui s'intéressent, hein, donc peut-être que vous faisiez déjà l'exercice de regarder le sucre, le gras, les calories. Mais franchement, la majorité de la population ne le fait pas, et donc ça permet d'avoir l'info. Et on a vu que ça avait un impact réel, hein. On a fait plein d'essais, y compris des essais dans la vie réelle, sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat. Donc ça, déjà, au niveau des consommateurs, on a le pouvoir, avec cette info-là, de décider de boycotter certains produits, etc. Et l'intérêt aussi, eh ben, c'est que ça a fait bouger les industriels, ça fait bouger l'offre. Parce que les industriels, ben, pour avoir de meilleures notes au Nutri-Score, certains ont baissé des taux de sucre, de sel dans les aliments. On a vu aussi qu'il y avait un impact réel sur le marché. On a des données de vente, je dis on, hein, c'est pas notre équipe, hein, des données objectives de vente qui montrent qu'en France, il y a eu une augmentation depuis l'introduction du Nutri-Score des produits A et B et une diminution des ventes de produits D et E. On le voit aussi en Espagne, par exemple. Donc, ça montre que ça transforme aussi en profondeur. C'est pas seulement le consommateur qui a la charge mentale de choisir les bons produits, ça transforme aussi les choses. Et nous, on essaye, là, on réfléchit d'ailleurs avec des sénateurs, avec des hommes et des femmes politiques à des mesures pour lesquelles on pourrait aussi utiliser le Nutri-Score, par exemple de le rendre obligatoire dans la publicité. Là où vous aviez les messages mangerbouger.fr, bah, d'avoir le Nutri-Score sur tous les produits alimentaires, voire des publicités qui soient régulées, notamment pour les enfants, et peut-être pas que, pour les Nutri-Scores de mauvaise qualité, hein, interdire la pub pour des Nutri-Scores de qualité E, comme on a pu le faire sur l'alcool ou le tabac à la télé, hein, finalement. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait comme ça mettre en place pour encore aller plus loin d'un point de vue de santé publique. Encore une fois, donc 7 pays maintenant l'ont adopté. En Europe, l'Italie, par exemple, notamment avec Ferrero, l'extrême droite en Italie, sont très 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 anti-Nutri-Score. Ils font un gros lobbying auprès de la Commission européenne. C'est à la Commission européenne de décider maintenant de le rendre obligatoire. Donc c'est auprès d'eux qu'il faut faire pression. Au niveau français, on essaye de faire pression aussi, puisque ce ne serait pas la première fois que la France désobéirait à l'Europe si elle imposait le Nutri-Score, le rendait obligatoire. Donc là, pour ça, en tant que citoyen, il y a une pétition, hein, notamment sur change.org, pour pouvoir demander le Nutri-Score obligatoire. Et ça pourrait ben, servir d'élan pour les autres pays au niveau européen et pour la Commission européenne pour forcer un petit peu la main et rendre ce Nutri-Score vraiment obligatoire sur tous les produits. Eh ben, merci pour cette réponse. Donc, en écho à ça, effectivement, euh, il y a une prévention aussi à faire sur les plus jeunes esprits, les enfants, hein, notamment, et ça, les parents, effectivement, sont des acteurs clés dans cette alimentation. On voit quand même, nous, dans les maladies cardiovasculaires, une augmentation de ces maladies cardiovasculaires chez les jeunes adultes, et c'est très inquiétant depuis ces 15 dernières années, et notamment dans la population des femmes, avec une augmentation des maladies cardiovasculaires qui est entre 3 et 4 %. Et bien entendu, le tabac, la sédentarité, et puis toute cette alimentation dont vous avez parlé. Alors, toujours pour
pour parler de ces maladies cardiovasculaires, on me pose la question, y a-t-il une différenciation entre glucides et sucres ajoutés dans les valeurs nutritionnelles? Oui, en fait, donc ce qui est obligatoire d'indiquer sur l'étiquetage pour les industriels, ce sont effectivement les glucides totaux. Et donc là, ça peut aussi comprendre, par exemple, l'amidon que vous avez dans le pain. Ce sont des glucides complexes qui ne sont pas des sucres. Et il y a une ligne en dessous, en général, qui est don sucre. Et donc ça veut dire à l'intérieur des glucides, vous avez la quantité de sucre dans l'aliment. Donc les deux sont marqués sur l'étiquetage. Ce qu'il faut clairement limiter au quotidien, ce sont les sucres. La recommandation de l'ANSES, donc c'est l'Agence française de sécurité de l'alimentation, santé et travail, recommande pas plus de 100 grammes par jour de sucre. Sauf le sucre qui est dans les produits laitiers, donc le lactose, le galactose. Et donc ça, si vous déjà vous mangez quelques fruits, parce que ça c'est bon pour la santé, que ça vous amène aussi plein de bonnes choses, des fibres, des vitamines, etc. Et bien que vous allez prendre une boisson sucrée et une portion de céréales petit déjeuner sucré, vous atteignez déjà les 100 grammes. Donc ça vous montre vraiment là-dessus qu'il faut essayer de limiter notamment ce qui est sucre ajouté. Et là encore, le Nutri-Score, ça va vous montrer tout de suite au rayon des céréales petit déjeuner, des biscuits, etc. Ça va de A au E pour les céréales. Et donc, si les aliments sont très sucrés, ils auront un mauvais Nutri-Score. Donc, c'est vraiment dans ce rayon-là un outil intéressant pour trouver les produits les moins sucrés et essayer de limiter ça. On sait aujourd'hui notamment que en termes de mortalité cardiovasculaire, les boissons sucrées, par exemple, sont associées à une augmentation de risque. C'est maintenant prouvé. C'est vrai aussi sur le diabète, c'est vrai sur plein de pathologies. Donc, il y a vraiment aussi un intérêt à essayer de limiter le goût sucré et d'habituer les plus jeunes à ça. Par rapport à ce que vous évoquiez, docteur Ossini, juste avant, c'est vraiment clé, c'est-à-dire que de montrer aux enfants que non, c'est pas normal d'avoir une bouteille de soda à table quand on est en train de manger, c'est un service que vous leur rendez, parce que sinon, ça va rentrer dans leurs habitudes alimentaires et à l'âge adulte, c'est difficile de s'en défaire après. Oui, oui, on connaît bien cette plasticité cérébrale qu'ont les enfants et quand il y a effectivement des comportements qui se sont installés dans l'enfance et notamment un surpoids, une mauvaise alimentation, eh bien on sait qu'à l'adolescence, ces gens-là vont augmenter encore leur IMC et je crois qu'ils ont 20 fois plus de risques de développer une obésité dite morbide avec un IMC supérieur à 40 dans leur jeune vie adulte. Donc c'est effectivement très très important. Pour revenir toujours sur le sucre, on a une question. Édulcorant et sucre, même combat, même effet? Alors, très bonne question. Dans l'étude Nutrinet Santé, alors ce que je vous disais, tout ce qui est sucre, excès de sucre, boisson sucrée et impact sur bon, les caries évidemment, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, la NASH, la maladie du foie gras, qui peut aussi conduire à certains cancers du foie, etc. Donc, et l'obésité évidemment, tout ça c'est super prouvé. Sur les édulcorants, il y a moins d'études, c'est beaucoup plus compliqué de quantifier exactement les quantités d'édulcorants pris par les participants, mais on a quand même des études, celle de Nutrinet dont je vous ai parlé là, des études aussi qui s'étaient intéressées en Europe, aux États-Unis, aux millilitres de boissons édulcorées consommées par les participants et qui ont montré des liens notamment avec le risque de cancer. Donc là, c'était cancer du foie. Nous, dans Nutrinet, on voyait ça sur le cancer du sein, par exemple. Et donc, c'est ça qui a permis aujourd'hui de classifier l'aspartame comme cancérigène possible par l'IARC. Donc, on progresse sur la question des édulcorants avec des preuves qui s'accumulent sur leurs effets délétères potentiels. On n'est pas au même niveau de preuve que le sucre, mais les autorités de santé publique voyant tout ça, le discours, c'est vraiment d'essayer de se déshabituer, de ne pas habituer les jeunes au goût sucré et de ne pas considérer les édulcorants comme une alternative, comme la bonne idée pour éviter de consommer trop sucré. Merci Mathilde. On va déborder un petit peu de notre webinaire parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions et donc les gens sont extrêmement intéressés. Et donc une question sur effectivement cette alimentation un peu ultra transformée. Est-ce que dans le Nutrinet, vous avez mis en relation justement cette alimentation ultra transformée avec le prix des aliments? En gros, plus c'est ultra transformé, plus c'est accessible. Et donc, du coup, on dit que ce sont les populations les plus fragiles qui sont amenées à avoir ce type de consommation.
Alors, c'est vraiment une très bonne question et qui est pas facile en fait. C'est-à-dire que en général, quand on pense alimentation santé, l'alimentation c'est vraiment un des marqueurs forts des inégalités sociales de santé. Et donc on va de manière globale avoir, par exemple, plus de consommation de fruits et légumes, de poissons, de produits céréaliers complets chez les personnes plus favorisées avec un niveau d'études ou un revenu plus important, et l'inverse chez les autres, hein, ce qui pose vraiment question et qui doit bouger nos politiques pour faire changer les choses et pour rendre vraiment accessible à tous les produits de meilleure qualité nutritionnelle. C'est ce qu'on a d'habitude. Sur les ultra transformés, c'est un petit peu plus complexe comme profil, puisqu'en fait, ils sont très divers. Et donc, pour certains, comme par exemple, oui, les sodas, etc., on a vraiment ce gradient, en effet, où les plus défavorisés en consomment plus. Pour d'autres produits, des yaourts light, etc., on va trouver potentiellement des associations avec le statut socio-économique qui peuvent aller dans l'autre sens. Donc, le lien avec le statut socio-économique sur l'ultra transformé va dépendre en fait des catégories de produits, donc il n'est pas aussi clair et net. Mais par contre, sur ces aspects-là, hein, ce qui est important à montrer, c'est vraiment ce que je soulignais juste avant, c'est-à-dire qu'il faut, là, c'est pas au niveau des personnes, on ne peut pas culpabiliser justement des personnes qui ont peu de revenus en leur disant il faut manger des fruits et légumes frais, il faut pas manger tel ou tel produit. C'est vraiment au niveau politique qu'il faut faire changer les choses. Peut-être que vous avez vu passer la semaine dernière la superbe étude de Foodwatch, qui est une organisation non gouvernementale, qui a mis en lumière le fait qu'ils ont regardé tout le marché français. Ils ont regardé plein de produits et ils ont vu qu'en fait, les produits les moins chers dans un même rayon étaient les plus sucrés. Donc même vous prenez les conserves de petits pois, on ne s'attend pas à trouver du sucre dans les petits pois normalement, eh bien les marques plus chères ne contiennent pas de sucre et les marques distributeurs les moins chères, etc., sont sucrées. Et donc c'est quand même une aberration et c'est absolument scandaleux. Et donc ça c'est vraiment, voilà, on essaie de batailler au niveau politique pour faire changer les choses, que vraiment les produits les moins chers soient ceux qui seront les meilleurs pour la santé. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, avant de conclure, moi, j'aimerais, en tant que cardiologue, vous conseiller euh, une pratique, euh, une pratique pour améliorer votre santé cardiaque. Alors, on a les 8 piliers de la vie. Hein. Donc, ça passe par une alimentation saine dont Mathilde vient de parler, avec du poisson 2 fois par semaine, des fruits et légumes 4 à 5 par jour. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, éviter bien entendu tous les aliments ultra transformés, soda, substituts de repas, et j'en passe beaucoup. Donc en plus, effectivement, ces produits sont gras, salés et sucrés et comprennent de nombreux additifs. Et donc, quand c'est possible, eh bien, plutôt cuisiner des produits bruts, aller au marché, cuisiner plutôt vapeur que friture, plutôt huile d'olive que beurre. Et puis, bien entendu, consommer des fibres alimentaires, ça va dans le bon sens. Deuxième point, pratiquer une activité physique en tant que cardiologue. Je vous conjure de faire une activité physique régulière, au moins une demi-heure par jour, de ce que vous voulez, mais à minimum une marche. Également, on voit beaucoup trop de jeunes et de moins jeunes qui arrivent aux urgences pour des infarctus du myocarde. Donc, je vous conjure d'arrêter le tabac, d'avoir un sommeil suffisant, ce sera mon quatrième conseil. Mon cinquième conseil, c'est bien entendu de contrôler votre poids. Vous avez plein d'applications qui vous permettent de calculer votre IMC et donc essayer de maintenir un IMC en dessous de 25. Pensez à contrôler auprès de votre cardiologue ou de votre médecin généraliste le taux de cholestérol qui, je vous le rappelle, ne doit pas dépasser 2 grammes de cholestérol. Contrôler la glycémie pour éviter tous les états prédiabétiques. Et donc, pareil, la glycémie à jeun doit être inférieure à 1 gramme. Et enfin, en tant que cardiologue, je vous invite à surveiller tout le temps votre tension artérielle qui ne doit pas dépasser 12/8. Donc, sur ces conseils, eh bien, je voudrais remercier Mathilde Touvier pour cette présentation riche et éclairante. Et on a vu à quel point nos choix alimentaires sont déterminants pour notre cœur et puis de façon plus globale pour notre santé. Et il est évident, en tout cas pour moi en tant que cardiologue, que prévenir les maladies cardiovasculaires, eh bien, ça passe par des habitudes alimentaires saines et bien sûr une activité physique et régulière. Et puis, en tant qu'adulte, parent, eh bien, on a la responsabilité et le pouvoir d'éduquer et de sensibiliser pour que les générations futures
soient mieux armés face à ces défis de santé publique. En tout cas, merci à tous pour votre participation et un immense merci, Mathilde, pour ce moment d'échange inspirant. Et je suis sûre qu'on a encore matière, d'ici à la fin de l'année, à faire encore une rencontre connectée pour essayer de répondre au maximum de questions qu'on a eues dans le chat et puis pour également partager les résultats de vos études. Encore merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour une autre rencontre connectée d'ici à l'été. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.